directeur après nous être dit oui. Elle m'a remis un avis d'expulsion pour la chambre que j'occupais depuis 3 ans. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle région de France vous me regardez pour que je puisse voir jusqu'où cela va. Je m'appelle Pierre et à 62 ans je pensais avoir vu tous les genres de personnes possibles. J'avais passé 40 ans dans l'hôtellerie grimpant les échelons depuis la plonge dans un restaurant parisien jusqu'à la possession d'une petite chaîne d'hôtels de charme le long de la côte d'Albâtre. Ma femme Hélène est décédée il y a 5 ans après un long combat contre le cancer et pour être honnête je ne pensais plus jamais vouloir partager ma vie avec quelqu'un, mais ensuite j'ai rencontré Isabelle lors d'une soirée de charité à Deauville. Elle avait 54 ans, elle était élégante, s'exprimait parfaitement et elle avait cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne importante dans la pièce. Elle m'a dit qu'elle était veuve elle aussi, que son mari était mort dans un accident de voiture 3 ans auparavant, la laissant élever seul son fils adolescent Lucas. Elle travaillait comme organisatrice d'événements, disait-elle, mais les affaires étaient calmes ces derniers temps. Nous avons commencé à nous voir régulièrement, les cafés sont devenus des dîners, les dîners se sont transformés en week-end en amoureux. Elle semblait sincèrement intéressée par ma vie, mes histoires de travail dans les hôtels et les restaurants. Je lui ai dit que je gérais l'auberge de la plage à Étretat, ce qui était vrai d'une certaine manière. J'ai juste omis de dire que j'en étais le propriétaire. Pourquoi l'avoir caché? Après la mort d'Hélène, j'avais fréquenté une femme qui était devenue très différente une fois qu'elle avait découvert ma situation financière. La chaleur humaine avait disparu, remplacée par des calculs derrière ses yeux. Chaque conversation tournait autour de l'argent, des investissements et de notre avenir. Cela m'avait laissé un goût amer. Alors quand j'ai rencontré Isabelle, j'ai décidé d'être simplement Pierre, le réceptionniste de nuit, un gars avec un revenu décent mais modeste vivant dans un petit studio de fonction à l'hôtel. Isabelle n'a jamais semblé se soucier de l'argent, elle payait parfois le dîner, n'attendait jamais de cadeaux coûteux et semblait se contenter de plaisirs simples comme des promenades sur les falaises ou cuisiner ensemble dans son appartement à Rouen. Son fils Lucas était assez poli quand je l'ai rencontré, un jeune de 17 ans plus intéressé par son téléphone que par la conversation, mais cela semblait normal pour un adolescent après 8 mois de relation. J'ai fait ma demande lors d'une promenade au coucher du soleil sur la plage. Elle a pleuré, a dit oui et m'a confié qu'elle avait peur de ne plus jamais espérer le bonheur. Nous avons prévu un petit mariage, juste la famille proche et quelques amis. Sa sœur Sophie est venue de Lyon et ma fille Clara est montée de Genève avec son mari. La cérémonie a eu lieu à l'auberge dans notre petit espace de réception avec vue sur la mer. J'avais dit au personnel de traiter cela comme n'importe quel autre mariage et de m'appeler Monsieur Sullivan devant les invités. Ils étaient confus mais ont accepté. Mon adjoint Jean-Marc, qui travaillait avec moi depuis 15 ans, m'a lancé un regard qui disait je pense que tu fais une erreur, mais il a respecté mon choix. Isabelle était magnifique dans une robe simple de couleur crème. Lucas se tenait à ses côtés portant un costume qui semblait tout neuf. Sa sœur Sophie souriait pendant toute la cérémonie, mais il y avait quelque chose dans ce sourire que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Ma fille Clara m'a serré la main et a chuchoté papa tu es sûr. J'ai hoché la tête, j'étais sûr. Nous avons échangé nos vœux, l'officier d'état civil nous a déclaré mari et femme, tout le monde a applaudi. Nous avons eu un dîner, du gâteau, du champagne. Isabelle me tenait la main et me disait à quel point elle était excitée de commencer notre nouvelle vie ensemble. Elle avait déjà donné son préavis pour son appartement de Rouen. Elle disait que nous vivrions à plein temps à l'auberge dans mon studio. Cette nuit-là, notre nuit de noces, nous sommes montés au studio que j'appelais ma maison depuis 3 ans. C'était modeste selon les standards de l'hôtel, juste une chambre, une salle de bain et un petit coin salon, mais il y avait une vue sur l'océan et tout ce dont j'avais besoin. Isabelle a regardé autour d'elle et j'ai vu quelque chose traverser son visage, pas tout à fait de la déception mais presque. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Isabelle déjà habillée, assise à la petite table avec des papiers étalés devant elle. Lucas était là aussi, ce qui m'a surpris. Je n'avais pas réalisé qu'il était resté à l'hôtel pendant la nuit. Bonjour, ai-je dit en prenant mon café. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Isabelle a levé les yeux et son visage était différent. La chaleur d'hier avait disparu. Pierre, nous devons parler de notre situation de logement. Je me suis assis confus. Que veux-tu dire? Cette chambre est trop petite pour une famille, a-t-elle dit. Lucas va passer son bac dans quelques mois, mais jusqu'à ce qu'il aille à l'université, il doit vivre avec nous. Nous avons besoin d'une suite d'au moins 3 pièces. Isabelle, je travaille ici, c'est le logement que l'hôtel fournit pour le réceptionniste de nuit. Je peux poser la question pour un espace plus grand, mais c'est l'autre chose, m'a-t-elle interrompu. J'ai réfléchi à ta carrière, tu as 62 ans Pierre, ne penses-tu pas qu'il est temps d'envisager la retraite ou au moins un poste différent? Le travail de nuit est dur pour les personnes âgées. La façon dont elle l'a dit m'a donné l'impression que j'avais déjà un pied dans la tombe. J'aime mon travail, ai-je dit prudemment, et l'emploi du temps me convient. Lucas a pris la parole pour la première fois. Maman a raison, tu devrais penser à ton avenir. À notre avenir. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Lucas, cela se passe entre ta mère et moi en fait, a dit Isabelle en sortant l'un des papiers. Lucas m'a aidé à comprendre certaines choses sur les droits des locataires et le droit du travail. Savais-tu qu'en tant qu'épouse j'ai certains droits légaux concernant ton logement? Je l'ai dévisagé. De quoi parles-tu? Elle a fait glisser un papier sur la table. C'était une lettre formelle adressée à la direction de l'auberge de la plage, demandant un logement immédiat dans une suite de 2 chambres, citant les droits du conjoint et suggérant une discrimination en cas de refus. Isabelle, tu ne peux pas simplement exiger une autre chambre, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors peut-être que tu dois en parler à ton employeur, a-t-elle dit. Sa voix était douce mais ses yeux étaient froids. Ou peut-être que tu dois réfléchir à si ce travail vaut vraiment la peine d'être gardé. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Ce n'était
Pas la femme que j'avais épousée hier, d'où cela vient-il? Je suis juste pragmatique Pierre, nous sommes mariés maintenant, nous devons penser à nos finances, à notre avenir. Tu m'as dit que tu avais des économies, il est peut-être temps de les utiliser, nous pourrions prendre notre propre logement quelque part de plus grand, tu pourrais prendre ta retraite anticipée. Mes économies sont pour les urgences et la retraite, et ta femme et ton beau-fils ne sont pas assez importants pour que tu investisses en sa voix s'est durcie. J'ai abandonné mon appartement pour ça Pierre, j'ai quitté ma vie à Rouen, le moins que tu puisses faire est de fournir un logement convenable pour ta famille. Lucas a acquiescé, c'est la base. Pierre, la façon dont il a prononcé mon prénom sans dire beau-père ou monsieur avec un léger mépris m'a donné des frissons. Je me suis levé, je dois aller vérifier certaines choses à la réception. Fais donc, a dit Isabelle, et pendant que tu y es demande pour cette suite plus grande ou commence à réfléchir à d'autres options. J'ai quitté la pièce, la tête me tournant dans le couloir, j'ai presque percuté Jean-Marc qui portait des draps propres. Pierre, ça va, tu es tout pâle, ça va, ai-je dit machinalement, puis en fait Jean-Marc, on peut parler en privé. Nous sommes allés dans mon bureau, celui qu'Isabelle ne connaissait pas. Jean-Marc a fermé la porte et a attendu. Quelque chose ne va pas, ai-je dit. Isabelle agit comme une personne complètement différente, elle exige une suite plus grande. Parle de mes économies, veut que je prenne ma retraite. Le visage de Jean-Marc s'est assombri. Quand cela a-t-il commencé? Ce matin, moins de 24 heures après le mariage. Pierre, je ne veux pas m'immiscer, mais Clara m'a demandé de surveiller, elle était inquiète de la rapidité avec laquelle les choses avançaient avec Isabelle. Clara t'a parlé hier lors de la réception, elle a dit que quelque chose lui semblait bizarre, elle m'a demandé de l'appeler si quoi que ce soit semblait anormal. Il a sorti son téléphone, je l'appelle. J'ai hésité puis j'ai hoché la tête. Oui, appelle-la. Pendant que Jean-Marc passait l'appel, je me suis assis à mon bureau essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La femme là-haut n'était pas l'Isabelle que je fréquentais depuis 8 mois, c'était comme si un masque était tombé au moment même où l'acte de mariage avait été signé. Jean-Marc m'a tendu le téléphone, elle veut te parler papa. La voix de Clara était serrée par l'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Papa, je dois te dire quelque chose. Hier pendant la réception, j'ai surpris Sophie et Lucas en train de parler dehors, ils ne savaient pas que j'étais là. Sophie a dit quelque chose comme laisse-lui juste du temps, il finira par craquer, et Lucas a ri et a dit maman maîtrise ça à la perfection. Mon sang n'a fait qu'un tour, une perfection. Papa, je pense que c'est une sorte d'arnaque, je ne voulais pas gâcher ton mariage avec des soupçons, mais maintenant. Elle a marqué une pause. As-tu cherché Isabelle sur Google son nom complet? Non, j'avais confiance en elle. Peux-tu le faire maintenant pendant que tu es au téléphone avec moi? Je me suis tourné vers mon ordinateur et j'ai tapé Isabelle Walsh Rouen. Les premiers résultats étaient normaux, un profil LinkedIn d'organisatrice d'événements, quelques réseaux sociaux, puis j'ai fait défiler vers le bas et c'était là un article de journal datant de 2 ans. Une femme de Rouen fait l'objet d'une enquête dans une affaire de fraude envers des personnes âgées. J'ai cliqué avec les mains tremblantes. L'article détaillait une enquête sur une femme nommée Isabelle Walsh soupçonnée de cibler des hommes âgés via des sites de rencontres et des événements caritatifs. Elle les épousait rapidement puis faisait pression sur eux pour avoir accès à leurs finances ou à leurs biens. Dans un cas, un homme de 70 ans lui avait cédé sa maison dans les 3 mois suivant le mariage. L'enquête s'était enlisée faute de preuves car les victimes étaient souvent trop embarrassées pour témoigner. Clara, je lis un article sur une fraude. Oui, je l'ai trouvé hier soir. Papa, je suis tellement désolé, j'aurais dû te le montrer avant le mariage, mais je ne l'ai trouvé que tard et j'ai pensé que c'était peut-être une autre Isabelle Walsh et je ne voulais pas l'accuser sans être sûr. C'est bon ma chérie, c'est bon. Mon esprit tournait à toute allure, je dois y réfléchir. Papa, tu dois faire attention, si elle a déjà fait ça, elle pourrait passer à la vitesse supérieure. Peux-tu venir chez moi à Genève quelques jours juste pour prendre de la distance et la laisser ici dans mon hôtel? Non, je dois gérer cela prudemment. Après avoir raccroché avec Clara, je me suis assis avec Jean-Marc et j'ai exposé la situation à son crédit. Il n'a pas dit je te l'avais bien dit, bien qu'il aurait pu facilement le faire. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé. Je veux savoir quel est son objectif final. Elle ne sait pas que je possède cet endroit, elle pense que je ne suis qu'un réceptionniste de nuit. Qu'est-ce qu'elle prévoit exactement? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, a dit Jean-Marc. Laisse-la croire qu'elle gagne, regarde ce qu'elle fait. Ensuite j'ai passé cette journée et la suivante à jouer le jeu. Isabelle continuait à me mettre la pression pour la suite plus grande, pour mes économies, pour la retraite. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, que je devais parler à mon employeur, que ces choses prenaient du temps. Le 3e jour après le mariage, je suis retourné au studio pour trouver Lucas assis sur mon lit en train de fouiller dans mes tiroirs. Qu'est-ce que tu fouilles? Il n'a même pas eu l'air embarrassé. Je cherche tes informations bancaires. Maman a besoin de savoir avec quoi on travaille. Sors de mes affaires. Écoute Pierre, tu peux rendre ça facile ou difficile. Maman est ta femme maintenant, elle a le droit légal de connaître tes finances. On peut faire ça gentiment ou on peut impliquer des avocats. J'ai dit sors. Il s'est levé et j'ai réalisé qu'il était plus grand que moi, plus jeune, plus fort. Tu sais quel est ton problème, le vieux? Tu penses que tu as encore le contrôle, mais ce n'est pas le cas. Maman te possède. Maintenant il est passé devant moi et est sorti. Je suis resté là tremblant de colère et d'autres choses. La peur. Cette nuit-là je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cet article, aux autres hommes qu'Isabelle avait ciblés. Combien y en avait-il eu? Qu'est-ce qui leur était arrivé? À 3 heures du matin je suis descendu à mon bureau et j'ai commencé à creuser. J'ai engagé une détective privée, une femme nommée Céline que Clara avait recommandée. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur Isabelle, Sophie et Lucas. 3 jours plus tard, Céline m'a appelé. Pierre, tu devrais t'asseoir pour ça. Ce qu'elle m'a dit m'a rendu malade. Isabelle Walsh n'était même pas son vrai nom, c'était Isabelle Dumont. Lucas n'était pas son fils, c'était son neveu. Sophie n'était pas sa sœur, c'était sa véritable sœur et ils menaient cette arnaque ensemble.
Depuis au moins 5 ans le schéma était toujours le même. Isabelle ciblait des hommes financièrement aisés de plus de 60 ans, généralement des veufs ou des divorcés qui étaient seuls. Elle créait une vie entière de mensonges avec une histoire personnelle et des documents falsifiés. Sophie jouait divers rôles, parfois la sœur, parfois une amie selon les besoins de la situation. Lucas, qui avait en fait 23 ans et non 17, était le muscle présent pour intimider si nécessaire. Il se mariait rapidement puis commençait à faire pression pour accéder à l'argent ou aux biens si la victime résistait. Lucas passait aux menaces, parfois même à la violence. La plupart des victimes finissaient par céder, soit par peur, soit par honte. Quelques-uns étaient allés voir la police, mais la complexité légale des droits du conjoint rendait les poursuites difficiles. Combien ai-je demandé? Ce que je peux confirmer, cet homme au cours des 5 dernières années, il pourrait y en avoir plus. Pierre, ces gens sont des professionnels, ils sont dangereux. Je pense que tu devrais aller à la police maintenant. Pas encore, j'ai besoin de plus de preuves. Des preuves de quoi? Tu en as assez pour des accusations de fraude. J'ai besoin de preuves qui les enverront derrière les barreaux pour longtemps et je veux m'assurer qu'ils ne pourront plus faire ça à personne d'autre. Céline est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu prévois? Je vais leur donner ce qu'ils veulent ou du moins leur faire croire que je le fais. Le lendemain, je suis retourné au studio avec l'air vaincu. Isabelle a levé les yeux de son ordinateur portable avec ce sourire froid. Pierre, bien. Assieds-toi, nous devons parler. Je me suis assis. Lucas est sorti de la chambre s'appuyant contre le cadre de la porte, les bras croisés. J'ai réfléchi à ce que tu as dit et je commençais à propos de la retraite, de notre avenir. Isabelle s'est penchée en avant. Tu as raison, j'ai 62 ans, je devrais penser à lever le pied. Je veux subvenir à tes besoins, à nos besoins. Ses yeux se sont éclairés. Je suis tellement contente que tu sois raisonnable. J'ai environ 200 000 € d'épargnés. Je dis, le mensonge est venu facilement. Je pensais que nous pourrions acheter une petite maison quelque part, peut-être vers Caen ou Granville, quelque chose de modeste mais confortable. 200 000 a répété Isabelle, c'est un bon début. Un début est bien. Pierre, l'immobilier en Normandie est cher, il nous faudrait au moins 400 000 pour quelque chose de correct. As-tu d'autres actifs? Une assurance vie, des investissements? Quelques-uns, mais ils sont bloqués pour la retraite. Lucas a pris la parole. On peut débloquer une assurance vie, il y a des pénalités mais c'est possible. Je perdrai un tiers en impôts mais il te resterait le reste, a dit Isabelle doucement et pensive. Pierre, nous pourrions avoir un vrai foyer, un endroit à nous, ça n'en vaut pas la peine. J'ai prétendu réfléchir, peut-être, mais il y a l'auberge à considérer. Je ne peux pas simplement démissionner, ils ont besoin de moi. Le masque d'Isabelle a glissé pendant une seconde et j'ai vu une véritable colère. L'auberge ne te possède pas, Pierre, tu leur as donné assez de ta vie, il est temps de faire passer ta famille en premier. Et si je parlais à la direction d'une prime de départ? J'ai été ici 3 ans, ils pourraient être prêts à me donner quelque chose. Combien? Je ne sais pas, peut-être 50 000. Isabelle et Lucas ont échangé un regard. Cela nous amènerait à 250, a dit Lucas. C'est encore court. Et ta fille? A soudainement demandé Isabelle. Clara, n'as-tu pas dit qu'elle et son mari s'en sortaient bien? Peut-être qu'il pourrait t'aider avec un PR. Et c'était là, il n'en voulait pas seulement à mon argent, il voulait aussi entraîner Clara là-dedans. Je ne pourrais pas demander de l'argent à Clara, pourquoi pas? C'est la famille et c'est pour ton bonheur. Je suis sûr qu'elle veut que tu sois heureux. Je me suis levé, je dois y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, a dit Lucas. Sa voix était plaisante mais il y avait un tranchant. Maman a été patiente mais nous devons commencer à faire des plans concrets. Cette nuit-là, j'ai rencontré Céline et un avocat qu'elle avait amené, un homme nommé Maître Lefebvre, spécialisé dans les affaires de fraude. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce qu'ils ont dit sur la pression pour accéder à tes fonds de retraite et impliquer ta fille, nous avons des preuves claires de coercition financière, a dit Maître Lefebvre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'obtenir une condamnation est encore délicat parce que tu es marié avec elle. Et si on les prenait en flagrant délit? Et je demandais, et si je mettais en place une situation où il me menace explicitement ou demande de l'argent et que nous l'enregistrons? Enregistrer des conversations sans consentement est illégal en France, a prévenu Maître Lefebvre. Mais si je consens à enregistrer mes propres conversations dans ma propre maison? Maître Lefebvre a réfléchi. C'est une zone grise. Si vous êtes l'une des parties enregistrées et que vous êtes dans votre propre résidence, il y a un argument à faire valoir, mais cela pourrait être rejeté par le tribunal. Et s'ils le font dans une zone publique de l'auberge, le hall par exemple, là c'est différent. Les espaces publics ont des attentes de confidentialité différentes. Si vous possédez la propriété et que vous avez des caméras de sécurité, j'ai des caméras partout dans l'auberge, audio et vidéo. Céline a souri. Bien sûr que tu en as. J'ai exposé mon plan. Maître Lefebvre semblait mal à l'aise mais il a convenu que cela pourrait fonctionner. Céline m'aiderait à tout mettre en place. Le lendemain, j'ai dit à Isabelle que j'avais parlé à la direction de la retraite anticipée et qu'ils étaient prêts à offrir une prime de départ de 50 000 comme je le pensais, mais ils veulent nous rencontrer tous les deux pour discuter de la transition. Tous les deux? Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Ils veulent s'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est leur politique pour tout employé partant avec un conjoint. C'était un non-sens total mais Isabelle y a cru. Quand demain après midi à 15 h, nous rencontrerons le directeur général dans le salon du hall. Le directeur général serait Jean-Marc, jouant un rôle. Nous aurions des caméras et de l'audio enregistrant tout. Isabelle a hoché la tête. Très bien, nous serons là. Lucas aussi. Pourquoi Lucas serait-il là? Eh bien, il a été très impliqué dans nos discussions financières. Je pensais qu'il voudrait en faire partie. Quelque chose a brillé dans les yeux d'Isabelle. D'accord, Lucas peut venir cette nuit-là. J'ai à peine dormi. Je revoyais sans cesse le plan, cherchant des failles et s'il soupçonnait quelque chose et s'il devenait violent. À 15 h le lendemain, j'étais assis dans le salon du hall avec Jean-Marc qui était vêtu d'un costume et jouait le rôle du directeur général. Isabelle et Lucas sont arrivés pile à l'heure. Madame Dumont, Lucas, a dit Jean-Marc en leur
Serrant la main, asseyez-vous, je vous prie, puis-je vous offrir un café ou un thé? Ça ira, a dit Isabelle. Passons aux choses sérieuses. Pierre dit que vous offrez une prime de départ. C'est exact, monsieur Sullivan a été un employé précieux et nous voulons que cette transition se passe le mieux possible. Cependant, il y a quelques détails dont nous devons discuter. La prime de départ est conditionnée au fait que monsieur Sullivan signe un accord de non-concurrence et accepte certaines clauses de confidentialité. Nous devons nous assurer qu'il ne partagera pas d'informations propriétaires avec des concurrents. Isabelle a froncé les sourcils. Information propriétaire, c'est un réceptionniste de nuit. Même les réceptionnistes de nuit ont accès à des données opérationnelles sensibles, a dit Jean-Marc calmement. Liste de clients, chiffre d'affaires, protocole de sécurité. Très bien, peu importe quel est le montant, 50 000 € comme convenu. Cependant, il y a une complication. Quelle complication? Le contrat de travail de monsieur Sullivan inclut une clause sur son logement. Parce que son logement est lié à son emploi, il devra libérer les lieux dans les 30 jours suivant son dernier jour de travail. La voix d'Isabelle s'est faite perçante. C'est la norme pour les logements fournis par l'employeur. Une fois que l'emploi s'arrête, le logement s'arrête. C'est ridicule. Nous sommes mariés, j'ai des droits de conjoint. Madame, je comprends votre inquiétude, mais c'est une propriété privée. Le studio est un logement de fonction. Quand l'emploi s'arrête, Lucas s'est penché en avant. Vous dites que vous nous mettriez à la porte. Je dis que le logement est temporaire et lié à l'emploi. Alors Pierre ne prendra pas sa retraite, a dit Isabelle d'un ton sec. Nous resterons dans le studio et il continuera à travailler. Madame Dumont, avec tout le respect que je vous dois, votre mari a 62 ans. Le travail de nuit est physiquement exigeant. Nous avons eu des inquiétudes concernant ses performances ces derniers temps. J'avais dit à Jean-Marc de dire cela même si ce n'était pas vrai. Je voulais voir comment Isabelle réagirait. Elle n'a pas déçu. Est-ce que vous menacez de le licencier? Je suggère que la retraite pourrait être dans l'intérêt de tout le monde, mais si monsieur Sullivan choisit de continuer à travailler, il devra répondre aux normes de performance que nous exigeons de tous nos employés. C'est Lucas s'est levé. Vous essayez de pousser un vieil homme hors de son travail et de sa maison. Asseyez-vous, monsieur, je m'assierai quand j'en aurai envie. Lucas a fait un pas vers Jean-Marc. Voici ce qui va se passer. Pierre va garder son travail et son studio et vous allez arrêter de le harceler pour la retraite, parce que si vous ne le faites pas, on va prendre un avocat si vite que vous n'aurez pas le temps de comprendre. Lucas, assieds-toi, a dit Isabelle brusquement, mais Lucas était lancé. Maintenant vous pensez que vous pouvez malmener les gens parce que vous possédez un hôtel. Pierre a des droits, sa femme a des droits, vous ne pouvez pas nous jeter à la rue comme ça. Personne ne jette personne, a dit Jean-Marc calmement. Nous expliquons simplement les termes de l'emploi. Les termes de l'emploi, mon œil, vous faites de la discrimination contre lui à cause de son âge. C'est illégal. Je vous assure, monsieur, que nous respectons toutes les lois du travail. Isabelle s'est levée. Pierre, allons-nous-en, nous n'avons pas à écouter ça en fait. Et je dis doucement, je pense que si tout le monde m'a regardé. De quoi parles-tu? A demandé Isabelle. Je veux dire, je pense que nous devons être réalistes ici. Si je perds ce travail, nous perdons le logement, c'est la réalité. Alors tu ne perds pas ce travail, mais je suis fatiguée. Isabelle, j'ai 62 ans, je veux prendre ma retraite, je veux utiliser mes économies pour nous acheter une maison comme on en a parlé. Avec quel argent? Tes 200 000 n'achèteront rien de décent, alors on prendra un prêt ou on cherchera dans des zones moins chères ou rien. Lucas a interrompu. C'est dingue, tu vas juste te laisser faire et les laisser te virer. J'essaie de trouver une solution. La solution est simple, a dit Isabelle et sa voix était devenue de glace. Tu leur dis que tu restes, tu gardes ton travail et ton studio et on règle la situation financière d'une autre manière. Quelle autre manière? Ta fille Clara, tu as dit qu'elle s'en sortait bien. Je ne demande pas d'argent à Clara. Pourquoi pas? C'est ta fille, elle devrait vouloir t'aider. Isabelle, non. Pierre, sa voix est tombée à quelque chose de dangereux. Nous sommes mariés maintenant, cela signifie que nous prenons les décisions ensemble et je te le dis, nous avons besoin de plus d'argent. Soit tu l'obtiens de ta fille, soit tu encaisses tes fonds de retraite, soit tu trouves un autre moyen, mais tu vas faire en sorte que ça marche. Et si je ne le fais pas? Elle s'est approchée tout près. Alors peut-être que j'ai fait une erreur en t'épousant, peut-être que je dois repenser tout cet arrangement. Et crois-moi Pierre, tu ne veux pas que je fasse ça parce que je connais des avocats qui te dépouilleront lors d'un divorce. Tu perdras tout. C'est une menace et je dis c'est une promesse. Lucas s'est approché de moi. Écoute le vieux, ma mère a été patiente avec toi, mais cette patience s'épuise. Tu vas faire ce qu'elle dit ou les choses vont devenir très inconfortables pour toi. Est-ce une menace physique? Prends-le comme tu veux. Jean-Marc s'est levé. Messieurs, madame Dumont, je pense que cette réunion est terminée. Nous n'avons pas fini, à cingler Isabelle. Si vous avez fini? La voix de Jean-Marc était ferme. Et je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Quoi? Le visage d'Isabelle a rougi de ses Olaire, c'est un établissement privé, vous causez un trouble, je vous demande de partir. Pierre vit ici, je vis ici, vous ne pouvez pas nous virer. Je peux vous demander de quitter les parties communes de l'hôtel. Monsieur Sullivan peut retourner à son studio, mais vous devez partir maintenant. Le visage de Lucas s'est tordu de rage. Il a attrapé la chemise de Jean-Marc. Vous ne nous dites pas quoi faire. Tout s'est passé très vite. Après cela, Jean-Marc a appuyé sur un bouton de son téléphone. Deux agents de sécurité sont sortis du bureau arrière. Lucas a poussé Jean-Marc et les agents de sécurité sont intervenus. Ne me touchez pas, a crié Lucas en frappant sauvagement. Il a atteint la mâchoire d'un agent et soudain c'était le chaos. Isabelle criait. Lucas se battait. Je suis resté là à regarder tout se dérouler, sachant que chaque seconde était enregistrée. Quand les gendarmes sont arrivés 10 minutes plus tard, Lucas était menotté, criant encore des menaces. Isabelle réclamait un avocat. Les agents de sécurité donnaient leur déposition et j'étais assis dans mon bureau regardant tout le film. Sur la vidéo, la police a pris les dépositions de tout le monde. Je leur ai parlé du passé de fraude d'Isabelle, des menaces, de tout. Je leur ai donné les coordonnées de Céline et le dossier qu'elle avait compilé. Un gendarme nommé
L'adjudant Morin m'a regardé avec une sorte de sympathie. Monsieur Sullivan, je dois vous demander pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir plus tôt? J'avais besoin de preuves. J'avais besoin qu'il se révèle. C'était risqué, je sais, mais je sais aussi à quel point il est difficile de poursuivre une fraude entre conjoints. J'avais besoin de quelque chose de concret. Il a hoché la tête lentement. Eh bien, vous l'avez eu. Agression, menace, tentative d'extorsion. Avec les antécédents de votre femme, le procureur aura un dossier solide. Isabelle et Lucas ont été arrêtés cette nuit-là. Sophie a été interpellée le lendemain à Lyon quand la police l'a reliée à la conspiration. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis assis dans la salle d'audience et j'ai écouté le procureur exposer le schéma de la fraude. Cette victime précédente se sont manifestés des hommes qui avaient eu trop honte de parler auparavant ensemble. Isabelle, Lucas et Sophie avaient volé plus de 2 millions d'euros. Au cours des 5 dernières années, mon avocat Maître Lefebvre s'est occupé de l'annulation de mon mariage. Il s'est avéré que le divorce d'Isabelle d'avec son véritable mari n'avait jamais été finalisé, ce qui signifiait que notre mariage n'était même pas légal. Cela a rendu les choses plus simples, au moins légalement. Clara est descendue de Genève et est restée avec moi pendant une semaine. Papa, je suis tellement désolé, j'aurais dû faire confiance à mon instinct. Tu l'as fait, tu as essayé de m'avertir, j'aurais dû t'écouter. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai réfléchi à ça parce que je voulais croire que je pouvais retrouver le bonheur. Je voulais croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Quelqu'un le fera, papa, quelqu'un devrait, peut-être ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais appris quelque chose d'important. Le procès était prévu 6 mois plus tard. En attendant, je me suis concentré sur l'aide aux autres victimes. 3 d'entre elles avaient perdu leur maison, l'un avait perdu son entreprise, un autre avait brûlé toutes ses économies de retraite. J'ai créé un fonds de soutien aux victimes en versant un demi-million d'euros pour commencer. Ce n'était pas grand-chose par rapport à ce qu'ils avaient perdu, mais c'était quelque chose. J'ai aussi engagé Céline à plein temps pour enquêter sur des réseaux de fraude similaires opérant dans l'ouest de la France. Jean-Marc trouvait son travail fascinant. Tu t'attaques vraiment à ces gens, quelqu'un doit le faire. La police ne peut faire que ce qu'elle peut, mais l'investigation privée, le soutien aux victimes, l'assistance juridique, cela peut faire une réelle différence. Tu es un homme bon, Pierre. Je suis un homme chanceux, j'avais les moyens de me faire duper. Certaines de ces autres victimes ne les avaient pas. Le procès a duré 3 semaines. Isabelle n'a montré aucun remords, affirmant qu'elle m'avait réellement aimé, que tout avait été un malentendu. Lucas l'a blâmé, disant qu'elle l'avait manipulé pour participer. Sophie a affirmé qu'elle ne savait rien des escroqueries. Le jury n'a rien cru de tout cela. Isabelle a pris 8 ans pour fraude et extorsion. Lucas a pris 6 ans pour fraude et agression. Sophie a pris 5 ans pour conspiration. Après le verdict, l'une des autres victimes, un homme nommé Marcel, est venu me voir au tribunal. Merci, a-t-il dit simplement, pour ne pas avoir eu peur de parler. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous avez été courageux de témoigner. Je n'ai pas été courageux, j'étais en colère, mais maintenant peut-être que je peux passer à autre chose. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon studio à l'auberge de la plage. Et je regardais l'océan. Hélène aurait adoré cette vue, elle aurait su quoi dire en ce moment, elle aurait eu les mots parfaits pour donner un sens à tout ce qui s'était passé. Tu me manquais, je pensais, mais ça va, je vais m'en sortir. Mon téléphone a sonné, c'était Clara. Salut ma chérie, papa, je voulais juste prendre des nouvelles. Comment ça va? Mieux que ce que j'espérais, c'est fini, ils sont condamnés, les victimes reçoivent de l'aide, la vie continue, c'est bien. Écoute Tom et moi on pensait venir te voir le mois prochain, peut-être passer une semaine à l'auberge, j'adorerais ça. Et papa, peut-être que quand on sera là tu pourras nous montrer certaines des autres propriétés que tu possèdes, celles qu'Isabelle n'a jamais connues. J'ai souri, peut-être que je le ferai. Après avoir raccroché, je suis resté sur le balcon encore un moment. Quelque part là-bas, quelqu'un d'autre était probablement ciblé par des escrocs comme Isabelle, quelqu'un d'autre se faisait mentir, manipuler, préparé pour un chagrin d'amour et une ruine financière. Mais au moins maintenant il y avait 3 prédateurs de moins dans le monde et un réseau de personnes, de victimes et d'alliés qui apprenaient à se protéger les uns les autres. Était-ce suffisant? Non. Aurais-je pu faire plus, agir plus tôt? Peut-être, mais j'avais fait ce que je pouvais et parfois cela doit suffire. Je suis rentré et j'ai fermé la porte du balcon. Demain je retournerai à la gestion de mes propriétés, à la construction de mon réseau de soutien aux victime, à vivre ma vie. Ce soir je serais juste reconnaissant d'être en vie, d'être libre, d'être entouré de gens qui se souciaient de moi pour les bonnes raisons, et peut-être qu'un jour je serai prêt à faire de nouveau confiance, mais la prochaine fois je serai plus malin, la prochaine fois j'écouterai mon instinct, la prochaine fois je me souviendrai que la meilleure façon de découvrir qui est vraiment quelqu'un n'est pas de le tester avec ses propres mensonges, c'est d'être honnête dès le début et de faire confiance au fait que la bonne personne vous acceptera tel que vous êtes. J'avais caché ma richesse à ma nouvelle femme, elle avait essayé de me dépouiller de tout, mais au final elle m'avait appris quelque chose de précieux. L'argent peut révéler qui sont vraiment les gens, il ne peut pas créer du caractère là où il n'y en a pas, il ne peut pas acheter la seule chose qui compte le plus, une véritable connexion humaine. Je me suis versé un verre de cognac et je l'ai levé vers la pièce vide à la vérité, et je dis à voix haute et au fait d'être assez intelligent pour reconnaître les mensonges quand je les entends. L'océan chuchotait sous ma fenêtre, la vie continuait et moi aussi. Quelle histoire incroyable et pleine de leçons. Pierre a eu un instinct incroyable, même et Apos, il a failli se faire piéger par son désir de retrouver elle et Apos, amour. C'est Apos, est terrifiant de voir à quel point certaines personnes peuvent être manipulatrices et prêtes à tout pour de elle et Apos, argent, allant jusqu'à Apos, à simuler une vie entière et impliquer leur propre famille dans leurs crimes. Heureusement que Pierre avait le soutien de sa fille Clara et de son fidèle adjoint Jean-Marc.
Cela nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans le compte en banque, mais dans la loyauté et Eléapos, honnêteté des gens qui nous entourent. Ce récit souligne aussi Eléapos, importance de protéger nos aînés qui sont souvent les cibles privilégiées de ces réseaux criminels. La fin est particulièrement touchante, montrant que malgré la trahison, Pierre a choisi d'Éléapos, utiliser sa fortune pour faire le bien et aider ceux qui Éléapos n'ont pas eu sa chance. Et vous, que Éléapos, en pensez-vous? Auriez-vous fait la même chose que Pierre en cachant votre fortune au début d'Éléapos, une relation pour tester la sincérité de Éléapos, autre? Et surtout, dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quelle région vous regardez cette vidéo, J'Éléapos, et hâte de vous lire, Écho.